Mesdames et messieurs, d'ici quelques instants, nous allons commencer notre descente vers Mais Genève. Fred, qu'est-ce que tu fais? On est en retard pour le tournage. Qu'est-ce que tu fais là? Bienvenue dans Histoire d'avion. Aujourd'hui, on fait un reportage en extérieur du musée. Ce sera un reportage exceptionnel sur la réalisation d'un simulateur de vol, une cabine, un cockpit. On aura avec nous Julien, le réalisateur de ce cockpit, et un hypnothérapeute spécialisé dans la peur de l'avion. Abonnez-vous, profitez du voyage, attachez vos ceintures et bon vol. Salut, Salut, bienvenue à bord de notre avion. merci. Je te laisse te présenter en 2 mots. Alors, moi je suis Christophe Marquis, je suis hypnothérapeute, formateur, je forme des hypnothérapeutes et notamment j'anime un cours de gestion de la peur de l'avion. Ok. Alors j'ai eu l'occasion de participer à un cours que tu as donné, que je trouve très bien. Donc pour rappel, c'est dans le Jura suisse à Delémont que tu Exactement. donnes ces cours-là. Oui. Ce qui est très bien parce qu'en fait ça correspond à une demande qu'on n'a pas Oui. dans la région. Donc déjà je trouve ça génial. Raconte-nous un peu ce parcours d'hypnothérapeute que tu as depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Oh, c'est long ça. C'est long. C'est long. On a le temps? Je sais pas. Alors ça fait bientôt 20 ans que je fais ce job. J'ai toujours été intéressé par le changement, par l'être humain, par notre cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Moi c'est ça qui me passionne vraiment. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il réagisse comme il réagit dans certaines situations? Et si on regarde la peur de l'avion, c'est vraiment un de ces mécanismes qui est merveilleux. Alors, difficile pour celui qui le subit, mais merveilleux comment les systèmes de protection peuvent se mettre en place pour nous amener dans des situations inconfortables, mais surtout comment on peut faire pour changer ces mécanismes et du coup percevoir les choses sous un angle complètement différent. Ouais, d'accord. Et l'hypnose, ça t'est venu d'où? Alors l'hypnose, ça c'est un truc déjà d'enfant, en fait, parce que quand j'étais enfant, j'ai utilisé l'hypnose pour gérer des situations d'émotions, de douleurs physiques. Ok. Et puis j'ai trouvé des stratégies là dans ce. Puis après j'ai complètement oublié en fait. J'ai complètement D'accord. oublié. Et puis j'avais une relation avec quelqu'un qui vivait des choses pas très confortables. Puis j'avais envie de l'aider. Et je cherchais des outils pour l'aider. Et puis j'ai découvert l'hypnose, redécouvert l'hypnose. Donc ça m'a rappelé aussi beaucoup de choses. Dans la formation, je me suis rendu compte à quel point je l'avais utilisé tout le temps sans m'en rendre compte. Ok. Ah, c'est dingue. J'ai dit souvent à mes élèves, je forme des hypnothérapeutes, je dis souvent aux élèves, vous allez apprendre l'hypnose, vous allez apprendre des stratégies, vous allez apprendre des techniques, et vous allez pratiquer l'hypnose, et au bout d'un moment, vous allez complètement oublier l'hypnose, et vous allez entrer dans une autre dimension qui est la pensée hypnotique. Et dans la pensée hypnotique, je pense les choses de façon spécifique, qui fait que mon corps, il va réagir par rapport à mon mécanisme de pensée. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, l'hypnose, ça t'est venu à la base de. C'était un peu inné? C'était quelque chose que tu avais déjà en toi? Non, c'était pas inné. Ma mère avait des bouquins, puis il y avait des techniques d'hypnose là-dedans que j'ai pu utiliser, qui ont fonctionné. D'accord. C'est pas quelque chose d'inné. Si tu veux, dans l'hypnose, c'est un petit peu quelquefois un peu complexe parce que il y a tout le même nom pour l'état hypnotique, pour l'hypnose, la stratégie ou la thérapie, c'est tout le même nom. Mais un état hypnotique, c'est un état naturel. D'accord. Un état hypnotique, c'est un état qui est un état entre l'état d'éveil, dans lequel on est maintenant, et puis un état de sommeil ici. C'est cette espèce d'entre-deux. D'accord. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas t'endormir, chaque fois que tu vas te réveiller, tu vas traverser cet état hypnotique. Dans le sens de la descente, on l'appelle l'état hypnagogique, et dans le sens de la montée, on l'appelle l'état hypnopompique. Par exemple, ça t'est peut-être déjà arrivé, tu es dans un rêve, et puis tu es bien dans ce rêve, et tout d'un coup, tu entends ton réveil qui sonne. Oui. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que mon réveil vient foutre dans mon rêve? Absolument. Et bien ça, c'est purement l'état hypnotique, parce que tu es plus véritablement dans le sommeil, puisque tu as conscience de la réalité qui t'appelle, mais en même temps, tu n'es plus vraiment dans le rêve, parce que tu es en train de revenir dans cette réalité. Donc c'est, si on veut simplifier ça, donc c'est vraiment une phase entre 2 états, l'état d'éveil et l'état de sommeil. Exactement. C'est un peu ça. Voilà. Et puis c'est ça que tu vas apprendre aux gens qui viennent à tes cours.
C'est exactement ça. Pour un peu arriver à ça. Et ça peut être un état très léger, c'est-à-dire que je peux être dans un état hypnotique. D'ailleurs, tu vas voir, tu es un passionné, je suis un passionné. Absolument. Quand on est passionné, on va raconter les choses, on va vivre les choses. Et quand on les raconte, on les vit, eh ben on va entrer dans cet état hypnotique. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'état d'éveil, on peut discuter avec des gens et en même temps être dans cet état hypnotique. Ouais. Mais simplement, c'est un état de connexion cérébrale bien spécifique. Parce que dans cet état, c'est comme si toutes les zones de mon cerveau étaient interconnectées pour travailler ensemble. Au lieu de travailler l'une contre l'autre, ben comme quand je vais dans un avion. Si quelqu'un a peur d'aller dans un avion, par exemple, il y a une part de son cerveau qui va avoir envie d'y aller, il y a une part de son cerveau qui va dire non, il faut te tirer d'ici parce que c'est dangereux. Oui. Même si cette part ici rationnelle, elle sait que ce n'est pas dangereux, puisque c'est le moyen de transport le plus sûr. Tout à fait. Donc, si on peut faire une précision avant d'aller plus loin dans le domaine de l'hypnose, on est d'accord que ce n'est pas de l'hypnose de spectacle. Non, hein. non. Donc ça veut dire que on n'apprend pas pendant tes cours à faire ce qu'on veut des gens. Non. On est d'accord que l'humain a une protection vis-à-vis de ça. Donc on ne peut pas les amener là où on veut. Non. Est-ce que tu veux préciser ça? Oui, ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. En fait, notre cerveau, il a plein de systèmes de superprotection. Personne ne peut te faire ce que tu n'as pas envie de faire, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir des messages répétés qui vont faire que on va mettre en place des mécanismes. Mais là, c'est de la manipulation. Mais même en hypnose de spectacle, si tu es dans un spectacle et que tu n'as pas envie, tu ne vas pas rentrer dans le truc, en fait. C'est si tu as envie, et parce que tu es dans le jeu, et parce que tu es dans le jeu, ton cerveau va créer une réalité, en fait. Il va tordre la réalité et il va te faire vivre quelque chose qui est du domaine d'un espèce de rêve. Mais même les gens qui sont dans le spectacle, ils savent toujours qu'ils sont dans le spectacle. En fait, ils ne sont pas sous le contrôle d'eux. Voilà. Et ça, c'est une croyance qu'on a, qu'on est sous le contrôle de quelqu'un alors qu'on n'est pas du tout sous le contrôle. C'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important de préciser parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont envie de faire de l'hypnose, que ce soit chez toi ou dans d'autres cas, en fait. Tout à fait. Et puis qui ont peut-être peur de ce genre de trucs-là. Donc, pour avoir suivi tes cours, encore une fois, que j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, j'ai reçu un beau brevet comme quoi aujourd'hui, j'ai plus peur de l'avion. Exactement. Je te remercie. Je te félicite d'ailleurs. Merci, c'est gentil. C'est très, très beau en plus. Donc, effectivement, on n'est pas c'est vraiment pas dans cette démarche-là. Donc, il faut rassurer la personne qui a envie de faire cette démarche-là. Tu sais, moi, je dis souvent, l'état d'hypnose, parce qu'on a cette peur de perte de contrôle. Et l'état d'hypnose, c'est tout l'inverse. En fait, c'est un état d'hyper-contrôle, mais c'est un contrôle différent. Oui. Là, maintenant, on est dans l'état d'éveil, c'est-à-dire dans le contrôle du monde extérieur. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Si quelqu'un rentre dans cet espace ou pas. Contrôle du monde extérieur. Mais un état d'hypnose, c'est un état d'hyper-contrôle, mais du monde intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Comment je le vis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour que je puisse véritablement contrôler ces mécanismes? Mais c'est du contrôle, purement. C'est du contrôle. C'est du contrôle. Voilà. Si maintenant on va un peu dans les mécanismes de la peur en général ou de la peur de l'avion, déjà, est-ce qu'il y a une différence entre une peur, par exemple, des araignées et une peur de l'avion, ou bien ça part de quelque chose de commun? Alors, tu prends un exemple, un excellent exemple. La peur de l'araignée, c'est comme la peur des serpents. Il y a apparemment une partie des gens qui ont... C'est une peur archaïque. En fait, c'est une peur qui... il y a de nombreuses années, était utile. D'ailleurs, si tu vas dans certains endroits de la planète, c'est une peur qui est utile. Absolument. Ici, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les gardiens de la phobie. Oui. Parce que le réchauffement climatique, des changements pourraient amener qu'il y ait de nouveau des araignées dangereuses. Donc, ces deux-là, elles ont une structure un peu spécifique. D'accord. Après, les autres peurs, le mécanisme neurologiquement est toujours le même. Moi, je dis toujours, dans notre tête, on a quelque part une boîte à phobie. Oui. Symboliquement, c'est une petite boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a un élément. Chacun, on a un élément. En fait, quelqu'un qui n'a pas de phobie est soit fou, soit mort. Puisque c'est le mécanisme de survie, en fait. Déjà, c'est hyper rassurant de l'expliquer comme ça. Oui. Je trouve que... Alors, il y a des gens qui vont dire « j'ai pas de phobie ».
Moi, avant d'avoir des enfants, hein, sincèrement, je disais, j'ai pas de phobie. Hein. Je les ai découverts après, en fait. D'accord. Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à l'élément de leur phobie. Ok. Alors, comment est-ce que ça se met en place? Ça, on ne sait pas exactement. Mais il y a un moment, en fait, mon cerveau, il va déposer cet élément-là dans cette boîte à phobie. Et lorsque mon cerveau sera face à ce stimulus-là, eh bien, ça va enclencher un mécanisme de survie, en fait, qui va faire que j'ai des réactions. Après, les phobies, elles ont deux structures de base. Il y a la phobie qu'on appelle acquise et la phobie qui est apprise. Alors, une phobie qui est acquise, c'est la phobie de mes parents, en fait. Lorsque je suis enfant, même bébé, même intra-utérien, mon parent est face à ce stimulus, il va avoir une réaction spécifique et moi, je vais apprendre cette réaction. Ouais. Donc ça, c'est une peur qui est acquise. Et une peur qui est apprise, elle est basée sur une expérience. Maintenant, dans la peur de l'avion, c'est une peur qui est assez intéressante parce que on dit souvent énormément de gens qui ont peur de l'avion, ben, c'est à cause du 11 septembre. Oui. Pourquoi à cause du 11 septembre? Et c'est là qu'on voit ces mécanismes neurologiques comme ils se mettent en place. C'est que la plupart des gens se souviennent de ce qu'ils ont fait ce jour-là. Absolument, oui. Moi, je me souviens, je suis rentré à la maison, j'ai bossé la journée, je suis rentré à la maison, j'ai fait 2-3 trucs, j'ai allumé la télé. Et là, j'ai vu ce truc-là. Et en fait, j'ai allumé la télé au moment où il y avait le deuxième avion qui rentrait dans la tour. Ah ouais. Et sincèrement, la pensée, et je m'en souviens encore, la pensée que j'ai eue, qui m'a traversé l'esprit, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est la pensée que j'ai eue, en fait. Tout à fait. Je me dis, là, c'est parti pour une nouvelle guerre. Après, j'ai regardé un petit moment, et puis je pense un quart d'heure, comme ça. Ben voilà, hein, j'ai compris ce qui se passe, et puis j'ai changé de chaîne. Et sur toutes les chaînes, c'était la même chose. Et du coup, ben voilà, quoi, j'ai mis un DVD, puis j'ai regardé un DVD. Ouais. Mais la plupart des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé ça, et puis après, ben, ils ont laissé la télé tourner, puis ils sont allés manger, en fait. Et ils ont discuté entre eux, et ils ont complètement oublié, tu vois, consciemment, ils n'étaient plus sur le truc. Par contre, leur cerveau, lui, il a continué d'enregistrer le message. Et comme il a continué d'enregistrer le message, il allait l'encoder à l'arrière, ici en disant, ça, c'est dangereux. Et on aurait pu l'encoder de façon différente, mais voilà, là c'est le truc exceptionnel où c'est 2 avions qui rentrent dans des tours, et puis des avions qui sont utilisés en fait par rapport à ça. Il y a beaucoup de peur de l'avion qui vient en fait de ça. Ça, c'est quelque chose, quand tu donnes des cours, il y a beaucoup de retours par rapport au 11 septembre. C'est quelque chose que tu entends régulièrement ou non, en fait, c'est des peurs qui peuvent être non, c'est justement ça le truc. C'est là qu'elle s'imprime profondément parce que la personne n'en a pas conscience. Ok. C'est la différence quand tu travailles en hypnose, par exemple, sur un stress post-traumatique. Un stress post-traumatique, la personne, le trauma, elle se souvient, elle sait ce que c'est. Elle a été dans une banque qui s'est fait cambrioler, ou elle a été agressée, etc. Elle sait ce que c'est. Et bah, du coup, il y a un élément sur lequel on peut travailler. Mais quand c'est du multitrauma ou du micro-trauma, plein de petits traumas qui s'accumulent les uns aux autres, là, tu n'as pas un élément sur lequel travailler. Et c'est là qu'elle s'est imprimée profondément, c'est que ce n'est pas conscient. C'est-à-dire que cette partie ici n'a pas vraiment de lien, elle ne fait pas vraiment de lien avec... Mais par contre, quand je pose la question à la personne, qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre ? En général, elle peut me dire ce qu'elle faisait, comment elle était habillée, le temps qu'il faisait ce jour-là. Oui, complètement. On peut décomposer cette phobie en plusieurs étages. Il y a peut-être des gens qui ont peur de l'avion en lui-même, de la technique, du vide, alors, éventuellement. Oui, alors il y a même, moi je dis souvent, et je le vois dans les formations, hein, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avion, mais en fait qui n'ont pas peur de l'avion. En fait, par exemple, ils sont claustrophobes. Et l'espace restreint de l'avion va faire que, ou alors ils ont une espèce de peur de ne pas pouvoir sortir d'un élément. Mais c'est des gens qui vont avoir plusieurs peurs. Par exemple, ils vont avoir peur en train, ils vont avoir peur dans un tunnel en voiture. Et ça, cette structure, on la retrouve. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a la peur de la mort, il y a la peur de ma propre mort, il y a la peur d'être séparé de ma famille. Et il y a des peurs qui sont des peurs totalement indirectes. C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui sont mises en place pour nous protéger de quelque chose. Tu veux un exemple? Oui, bien sûr. J'avais travaillé en privé avec une personne qui, elle voulait
Elle voulait aller au Brésil. Mhm. Donc elle a un billet qui est prévu. On fait en général une phobie, on travaille ça en 2 séances. D'accord. Donc on fait les 2 séances. La deuxième séance, elle fait de la programmation. Donc elle reprogramme son cerveau pour pouvoir se sentir bien dans ce stimulus. Quand la personne, elle peut l'imaginer, en fait, en se sentant bien dans le siège d'un avion, Mhm. en général, son cerveau, il crée une réalité. Et il a 2 possibilités. Soit l'angoisse, comme Mhm. c'était avant, soit Ouais. la nouvelle possibilité, celle qu'on a construite, le bien-être. Et elle se sent bien, elle va à l'aéroport, elle part, elle se sent super bien, elle passe les check-in, tout ça, elle se sent bien, elle est surprise elle-même. Elle rentre dans l'avion, c'est nickel. Et puis au moment où il recule l'avion, Mhm. là, elle se tape une monstre crise d'angoisse. Ah ouais. Donc elle doit sortir de l'avion. Ah. Inconfortable parce qu'ils doivent attendre pour sortir les bagages. Hein, tu sais comment ça se passe. Malheureusement, oui. Et puis, elle me rappelle, puis elle me dit, je comprends pas parce que j'étais bien jusque-là, et là, je lui dis, mais effectivement, c'est bizarre. Et je lui dis, où est-ce que vous alliez? Elle me dit, j'allais au Brésil. Alors je lui dis, le Brésil, pourtant, ça va être chouette le Brésil. Ah Je lui dis, qu'est-ce que vous alliez faire ouais. au Brésil? Et puis elle me dit, j'allais voir la famille. Mhm. Je dis, ah ok, et la famille, ça va? Et là, elle dit, oh là, c'est une catastrophe. Tu vois, en fait, son cerveau a mis en place une phobie de l'avion pour l'empêcher de retourner dans un stimulus que lui a encodé comme étant inconfortable. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ça, c'est une peur très indirecte en fait. Mhm. Elle n'a pas vraiment peur de l'avion. Et même, tu vois, c'est là aussi qu'on dit j'ai un problème de peur de l'avion, sauf que dans cette situation-là, elle aura une solution de Oui. peur de l'avion. Oui, oui, oui. Et là, on travaille de façon différente après cette structure. Mais je pense que, j'ai pas un pourcentage, hein, mais dans l'estimation, dans mes expériences à moi, je pense que véritablement la peur de l'avion, c'est peut-être moins de 30%. C'est moins de 30%. Ouais, je pense. Ah ouais. Quoi. Je pense. Donc- Sinon, c'est des peurs qui sont différentes. En clair, une phobie, ce qu'on appelle la peur de l'avion, c'est plutôt un ensemble de choses qui se réunissent dans l'avion, des Exactement. choses comme ça qui font que à ce moment-là, ça va pas. Oui. Mais c'est pas la peur même de l'objet Non. ou de la façon de fonctionner de l'objet. De l'objet en soi, de la façon de fonctionner, un petit peu. On le voit dans les cours, hein, quand on explique comment un avion il vole. Oui, tout à fait. Et ça ne prend pas une grande explication, mais en fait, la personne, elle va... Parce que, tu vois, se dire que quelque chose est appuyé sur l'air, Oui. l'air n'a pas de matière. Moi, j'ai fait de la chute libre une fois. Moi, c'est le truc qui m'a surpris, c'est qu'en fait, tu chutes 2 secondes et après, tu es appuyé C'est ça. sur l'air. Oui, oui, oui. Et que, effectivement... Donc, tu vois, ça prend une dimension différente. Mais celui qui n'a pas vécu ça, c'est pas concret comme concept. Mhm. Donc, en fait, il a vraiment l'impression que l'avion, il peut tomber, alors que l'avion ne peut pas Ah non, tomber. l'avion ne peut pas tomber. Mais Enfin, il pas a cette comme ça, en impression, tout cas. comme si je lâche une pomme, elle tombe. Ouais, ouais, et ouais, là, tout à cette, fait. tu vois, c'est une espèce de logique, hein, en Mhm. fait, que notre cerveau il dit, tiens, ça marche comme ça, donc l'avion, ça marche comme ça. Donc, il y a une méconnaissance du fonctionnement de l'avion, de la structure du vol, de ces techniques, en fait. Donc c'est un ensemble très complexe Ouais. de choses comme ça. Si maintenant tu devais donner des conseils à quelqu'un qui va monter dans un avion dans 30 minutes, imaginons moi, j'ai peur de l'avion, Tu as peur de l'avion? qu'est-ce que tu me dirais pour que ça aille mieux? Ça peut peut-être aider des personnes qui vont regarder la Ouais. vidéo après. Alors, il y a des différences entre si tu as peur de l'avion ou si tu as une phobie. D'accord. Les différences, c'est une question d'étage, en fait. Mhm. La peur, c'est un étage bas, en fait. La peur, elle va enclencher une réaction physiologique. Tu vas avoir l'estomac qui se tord, tu vas avoir les mains moites, tu vas pas te sentir très bien. Mhm. Mais c'est encore pas une phobie. Une phobie, sa fonction est de te faire éviter. D'accord. Donc, sa fonction est que tu ne prennes pas l'avion. Ouais. Donc, elle va être beaucoup plus forte en intensité et elle a deux mécanismes complètement différents. C'est que, un, elle éveille tes schémas de survie et 2, elle déconnecte ton cortex préfrontal, la partie avec laquelle tu penses, la partie avec laquelle tu décides. D'accord. Donc, les outils que tu vas utiliser vont être différents. Mais si tu as simplement peur de l'avion parce que tu as vécu un vol inconfortable, parce qu'il y avait des trous d'air, ce qui est d'ailleurs très mal déterminé, C'est cette très- histoire ouais, de trous, absolument. quoi. Ouais, ouais. C'est Tout à fait. c'est n'importe quoi, c'est dommage, parce que des fois c'est dans le langage hein, que Oui, ça oui, pose oui, problème. oui, hein. complètement, ouais. Tout à fait.
Mais si c'est une peur comme ça, je te dirais de respirer. Je te demanderais si tu as une playlist de musique sur ton smartphone ou un truc que tu peux regarder pour occuper ton attention consciente à quelque chose de confortable. De manger un truc chewing-gum, un truc comme ça aussi par rapport à l'estomac. Et surtout d'occuper ton attention consciente sur quelque chose d'autre en fait. De dévier, tu as ta conscience du stimuli inconfortable et de l'orienter vers quelque chose qui pour toi est agréable. On est très clair que, principalement dans le cadre de l'aviation, mais j'imagine aussi dans plein d'autres applications, le fait de prendre éventuellement des somnifères, des trucs qui pourraient endormir la personne, ou éventuellement même de l'alcool, c'est complètement déconseillé. Ben, c'est vraiment pas une bonne stratégie, surtout que l'alcool, je pense que dans d'autres vidéos, vous l'avez expliqué qu'il a un effet spécifique par rapport à la... Et quelquefois, le problème, c'est que ça peut créer l'effet inverse. Parce que certaines personnes, l'alcool va désinhiber. En fait, elle a une action ici sur une zone de notre cerveau qui est la zone c'est bien, c'est pas bien, tu peux pas, tu oses pas. C'est-à-dire qu'elle va tordre nos perceptions et quelquefois elle va pouvoir créer l'effet inverse. Et les médicaments, alors ça peut être une aide pour certaines personnes, mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème parce que ça endort le mécanisme sur le moment. Mais le mécanisme, il se renforce de fois en fois. Oui, tout à fait. Et plus on va lui mettre en place des stratégies comme ça, et plus il va se renforcer. Surtout que si on prend un point de vue purement sécuritaire, donc c'est pas encore une fois pour faire peur aux gens qui prennent l'avion, mais si on a quelqu'un qui est sous alcool ou alors avec un médicament qui endort suffisamment fort, s'il faut évacuer l'avion, la personne n'a pas forcément les moyens nécessaires à ce moment-là pour évacuer la cabine. Et puis ça peut retarder des gens, ça peut être dangereux pour la personne. Ça va même au-delà de ça en fait, parce que je pense que tu connais ce genre de mécanisme. L'agressivité, c'est un de mes thèmes aussi de travail. Absolument, oui. Comme l'alcool, par exemple, endort cette partie, c'est bien, c'est pas bien, c'est aussi ce qui fait qu'il y a des gens qui sont comme ça hyper agressifs en fait. Ils sont hyper agressifs parce que ils vont rentrer dans un stress, dans une angoisse, dans une anxiété. Cette anxiété, elle va être tellement forte qu'elle va déconnecter le cortex préfrontal. Et là, en fait, il n'y a plus de barrière, je ne dois plus me tenir. En fait, tout ce que je veux, c'est sortir. Puis maintenant, la pauvre dame qui a une procédure, c'est plus une dame, je suis un animal face à des animaux. Puis, non, mais c'est vrai, je suis désolé, mais je vais fonctionner, comme ça. Et c'est ce qui va faire que c'est compliqué pour la personne, pour le personnel, mais aussi pour tous les gens dans l'avion. Tout à fait. Et effectivement, alors après, des anxiolytiques ou des choses comme ça, ça peut être bien de dormir pendant 12 heures, mais effectivement, s'il y a un problème, s'il faut évacuer ou s'il faut faire quelque chose, s'il faut bouger, voilà, ça va être compliqué. Si on prend le cas d'une personne qui est vraiment phobique de l'avion, mais au sens propre du terme, phobique d'autres choses, mais principalement pour l'aviation, comment est-ce qu'on va déconstruire cette peur ? Est-ce qu'il y a vraiment un schéma particulier que tu fais comme une checklist, comme on aurait nous dans l'aviation, ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas et puis on va aller déconstruire comme un Lego un peu en fonction de la personne ? Comment est-ce que tu travailles ça ? En fait, c'est du cas par cas, il y a des principes. Moi, quand je travaille sur 2 phases. Une première phase qui est une phase de nettoyage. L'idée, c'est d'amener le cerveau à nettoyer qu'est-ce qui a créé le problème, mais aussi toutes les choses qui les ont alimentés au fil du temps. Oui. Mais aussi d'aller éliminer ce qu'on appelle les liens directs ou indirects. Quoi que ce soit la peur de la claustrophobie, la peur de ne pas pouvoir sortir, le comportement des autres, les bruits, des gens qui sont hypersensibles, par exemple, qui ressentent les émotions de tout le monde, donc il va y avoir un stress qui va monter. Tout ça, en fait, pour nettoyer tout ça, sans forcément chercher qu'est-ce que c'est. Après, derrière ça, il y a une phase qui est une phase de reconstruction. C'est-à-dire que l'idée, c'est de reprogrammer notre cerveau. Notre cerveau, si on fonctionne comme on fonctionne, c'est parce qu'on a des expériences, on a des vécus, et ces expériences et vécus ont amené un mécanisme automatique à programmer notre cerveau pour fonctionner de cette façon-là. Si je te fais ce geste-là, tu vas savoir comment répondre à ce geste. C'est de la programmation basée sur la répétition. Quand tu es aux commandes, en fait, tu es toi-même dans une espèce de pilote automatique parce que tu as du drill, en fait, tu as répété ces actions des milliers et des milliers de fois. Et en fait,
tu n'es plus véritablement dans cette notion tu es dans la réflexion, mais tu n'as plus besoin de cette partie-là pour savoir ce que tu as à faire. Tu es dans une espèce de mode automatique, comme ça, ce qui fait que tu es beaucoup plus efficace dans toutes les procédures. Complètement. Ouais. Donc, c'est programmer le cerveau pour vivre les choses comme j'ai envie de vivre, de la façon dont j'ai envie de les vivre. Et c'est simplement, alors la façon dont j'ai envie de les vivre, ça peut être complètement différent. Il y en a qui vont dire j'ai envie que ce soit émotionnellement neutre, il y en a qui vont dire j'ai envie de prendre du plaisir parce que j'ai eu du plaisir avant et puis j'aimerais reprendre à nouveau du plaisir. Il y en a c'est juste pour un vol, il y en a c'est juste pour aller à Londres une fois, il y en a c'est pour un long courrier, puis il y en a c'est parce que c'est leur job, ils voyagent et puis ils doivent prendre l'avion régulièrement. Oui. Donc ça dépend, tu vois, il y a des règles de base, mais après le reste c'est du cas par cas. Tu m'avais parlé de quelque chose qui était assez intéressant quand on s'était vu pour les cours de la peur de l'avion. Tu m'avais dit qu'il y avait une question de personnes qui étaient plus réceptives par rapport à d'autres. Alors, comment est-ce qu'on travaille ça? La réceptivité à l'hypnose, ça c'est ce qu'on fait attention surtout en hypnose de spectacle. Parce que l'hypnose de spectacle, il faut que ça aille vite. Et puis là, il y a de la réceptivité. Maintenant, en thérapie, tout le monde peut entrer dans l'état hypnotique puisque c'est un état naturel. Simplement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais observer par rapport à la personne comment est-ce qu'elle fait naturellement pour rentrer dans l'état hypnotique. Par exemple, si elle fait de la musique met dans un état hypnotique. Donc, si elle fait du sport, le sport, la même chose. Et tu vois, c'est pas les mêmes façons. En fait, c'est ça qui change. C'est la façon d'entrer dans l'état hypnotique. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce que tu nous dis, c'est que il ne faut pas avoir peur justement de faire ce genre de choses-là puis d'aller d'aller voir des collègues à toi, parce qu'en fait, il y a peut-être des gens qui disent « sur moi, ça ne va jamais marcher, peut-être. » Oui. Donc en réalité, oui. Quoi, hein, en réalité, ça marche pour tout le monde. C'est hyper important. La difficulté du thérapeute, tu sais, c'est surtout de trouver la bonne stratégie. Les personnes sont différentes. Il y a des personnes, tu vois, qui vont avoir besoin d'être coachées, puis d'être, voilà, tu peux y aller, tu peux le faire, tu peux... Moi, si tu me dis ça, typiquement, c'est pas mon... Moi, tu me dis, je suis sûr que tu vas pas y arriver. Ah ben c'est bon, hein, je le fais, quoi, tu vois. Déjà là, il y a des façons, des personnalités différentes. Et c'est ça qui va changer la stratégie. C'est la personnalité et puis la structure aussi, comment tout ça s'est structuré. C'est clair que si... tu vois, si quelqu'un allait faire un vol, il est revenu de Londres et puis il y avait des turbulences et puis c'était pas très bien, ben voilà, c'est une certaine structure. Ou quelqu'un c'était cette semaine où au début du vol, c'était un vol 10 heures, au début du vol, elle a vu les infirmières, pardon. Je travaille dans beaucoup de domaines. C'est aucun souci. Elle a vu les hôtesses se parler au téléphone et se faire des regards. Oui. Donc elle a senti qu'il y avait en fait dans les procédures normales. Exactement. Ouais. Et elle a senti qu'il y avait quelque chose dans le regard. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça. Et puis, ce truc-là, tu vois, pendant 8 heures, qu'est-ce qui se passe, Et au bout de 8 heures, le pilote a dit que ils avaient un pneu qui était dégonflé, et puis ils devaient changer un peu de procédure d'atterrissage, et puis tout s'est bien passé, en fait. Oui, tout à fait. Sauf que pendant ces 8 heures, tu vois, son cerveau, lui, il a créé quelque chose. Donc après, la structure de cette peur-là va être différente. Mais en l'occurrence, cette demoiselle, elle est venue me voir hier. Et quand on remplit la feuille, il y a le délai en fait qu'on peut se laisser pour atteindre l'objectif. Et sur le délai, elle a marqué immédiat. Et je dis immédiat parce que vous avez un vol prévu. Puis elle me dit oui, demain à 7 heures. Ah, c'est... Donc là, c'était immédiat. Ah oui, c'est plus qu'immédiat même. Là, Alors là, c'est un peu des stratégies d'urgence. Moi, j'aime mieux le travailler en 2 séances parce que la structure va être... La reprogrammation va être beaucoup plus efficace. Là, elle a des méthodes d'urgence pour passer un bon vol, pour que son cerveau puisse dire « Ah, ok, on peut être dans cette situation-là » et en fait, sans être en danger, et qu'il commence de réencoder les choses. Et puis après, derrière, il y a un travail qui est proposé. Elle a fait un super vol, d'ailleurs. Ça, on est toujours hyper content de le savoir. Oui, alors ça fait du bien. Quand, moi, je demande toujours, quand je dis vous m'envoyez un petit message depuis là-bas, quand vous arrivez à l'hôtel, vous vous connectez au Wi-Fi, un petit WhatsApp. Mais ils sont tout contents, en fait. Ils sont tout contents de... Alors, le premier, c'est aussi ce qui est intéressant dans la peur, c'est que le premier, il y a souvent une notion de doute. Parce que c'est vrai que la peur, c'est un truc qui est tellement fort, tellement violent, que tu ne peux pas croire, en fait, que tu peux t'en libérer comme ça. Ouais, et moi, je dis toujours aux gens, cherchez pas à croire. Laissez-vous vous surprendre et puis observez le changement.
Et le premier vol, souvent, le vol aller, les gens, ils envoient un petit message en disant « Ouais, je me demande si c'est un coup de chance. » Et c'est au vol retour qu'ils se rendent compte que « Ah oui, non, c'est pas un coup de chance parce que, effectivement, là, maintenant, je me sens bien. » C'est ça. Et souvent, après, c'est des gens qui vont avoir envie de reprendre l'avion. Je rebondis sur quelque chose que tu m'as dit avant. Tu m'as dit il y a des gens qui n'avaient pas la phobie, donc en avion, du jour au lendemain, d'une manière un peu raccourcie, mais du jour au lendemain, ça va plus. Oui. C'est dû à un événement ou c'est dû à autre chose? Ça dépend. Ça peut être dû à un événement. Donc un accident de soi, d'autres personnes, ils ont entendu quelque chose, mais c'est aussi c'est la complexité du cerveau. Je te donne un exemple. Je passe une super mauvaise journée. Vraiment, cette journée, c'est la catastrophe, quoi. Vraiment, c'est émotionnellement, tu vois, là, je suis déjà pas bien. Ouais. Ensuite de ça, j'apprends que j'ai un oncle qui est décédé. Ah, le type, je l'aimais bien quand même, le gars, quoi. Tu vois, ça m'en rajoute une couche. Ouais. Au moment où j'apprends que l'oncle est décédé, il y a la télé qui fonctionne et puis il y a l'image d'un avion. Mon cerveau, lui, peut créer du lien entre ce que je suis en train de vivre et ce que je vois. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ça peut aller... Ah oui, bien sûr. Okay. Ça peut être mis en place comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent dire, ouais, mais en fait, j'ai jamais vécu un truc inconfortable. Il y a l'avion, j'ai jamais entendu ou quelqu'un qui est mort. Non, simplement, je vis quelque chose. Et mon cerveau va utiliser un élément qui est dans mon extérieur, et ça marche pour toutes les phobies. Hein. D'accord. Un élément qui est à l'extérieur, quelque chose que je vois, et lui, il crée du lien. Okay. Et comme il crée du lien, il crée le lien entre ça et ce que je ressens, et il met en place un mécanisme de protection. D'accord. Ok. Ah, c'est hyper intéressant parce que donc ce genre de personnes-là, on arrive aussi à les faire reprendre plaisir, on peut aller jusqu'à ça, jusqu'à dire prendre plaisir de revoler. Alors la phobie, et ça c'est toutes les phobies, hein, c'est que lorsque je me libère d'une phobie, souvent l'élément de la phobie va devenir un élément de plaisir. Alors, je fais une petite aparté par rapport à ça parce que c'est hyper intéressant. Voilà, moi, information en prime, j'ai hyper peur des aiguilles. Voilà. Moi, je suis chez le médecin, elle est posée sur le plateau à 5 mètres de moi, alors c'est une catastrophe. Tu as du stress. J'arrive, c'est un vrai gros stress. Ouais. Donc j'arrive à le faire, mais c'est l'enfer. Pour moi, c'est une catastrophe. Tu vois, excuse-moi, juste là, tu racontes ça. Tu as dit l'aiguille à 5 mètres. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, complètement. Pour moi, elle était là. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cerveau, et c'est là que c'est magique, ton cerveau, par rapport à un processus imaginaire, va enclencher une réaction physiologique. Et tu vois, ça c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu as la capacité de te faire peur tout seul, tu as aussi la capacité de te libérer de la peur. Ouais. Simplement, c'est qu'on crée la procédure inverse. Alors la phobie des aiguilles, c'est aussi une phobie qui est un peu spécifique. Là aussi, elle peut être basée sur un élément quelque sorte traumatique. Par exemple, les vaccins, quand on était enfant. Beaucoup, ça vient de ça, mais c'est aussi quelque chose qui rentre dans mon corps en fait. Ouais, complètement. C'est un élément extérieur qui va faire que ça vient à l'extérieur. Alors moi, ça va même très loin parce que je suis quelqu'un qui est issu du domaine technique, donc c'est vrai que les choses on se les schématise peut-être plus que d'autres personnes. Et puis moi, je visualise vraiment cette aiguille qui rentre dans mon bras ou comme ça. Enfin, on va pas faire peur aux gens qui ont la même phobie que moi. D'ailleurs, allez le voir si jamais. Je suis un peu moite là, on en parle. Est-ce que, voilà, c'est typiquement un cas de peur ou de phobie. Je pense qu'on est un peu sur la limite avec moi. Donc, c'est un lien direct avec la peur de l'avion. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des parallèles par rapport à ça. Le parallèle qu'on va avoir, c'est la réaction physiologique. Après, comment elle s'est mise en place, c'est quelque chose de différent. C'est une expérience différente, mais physiologiquement, neurologiquement, les mécanismes vont être exactement les mêmes. Ok, donc ça veut dire qu'on est sur les mêmes effets. Exactement. En fait. Et comme je disais avant, se libérer d'une phobie devient souvent un objet d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'après, tu peux être intéressé à avoir une seringue dans le bras, mais par contre, après, tu pourrais très bien prendre plaisir à aller faire du don du sang, par exemple. C'est complètement fou. Ouais. Parce que
aujourd'hui pour moi complètement impossible. Totalement impossible. D'ailleurs, il faudra Ouais. peut-être que On va se revoir. je pense que ce serait pas mal. Mais donc, ok, donc c'est vrai que on peut transposer ça, on peut faire un parallèle. Puis ce qui est intéressant, parce que autant pour les professionnels de l'aviation, pour les gens qui s'y intéressent, on arrive à ressentir un petit peu ce que quelqu'un ressentirait dans un avion. Oui. Oui. Est-ce que, justement, on parlait de mesures d'urgence avant, est-ce que quelqu'un qui prend l'avion régulièrement, tout d'un coup, il se sent moins bien, ça ne va pas du tout, pour une raison ou pour une autre. Est-ce que tu aurais là aussi des conseils à donner? C'est les mêmes conseils? C'est plutôt quelque chose qui est sur l'urgence? C'est leur... Imagine, il est à côté de toi, et puis c'est quelqu'un qui prend l'avion très régulièrement, tout d'un coup, là, ça ne va pas. Tu lui dis quoi? Alors, je lui dis de respirer et je lui fais me raconter un bon souvenir. D'accord. En fait, je vais, neurologiquement, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais détourner son attention, que le cerveau ne soit plus en attention sur le monde extérieur, sur ce qui est en train de se passer, mais en attention sur une zone à l'arrière, dans un bon souvenir. D'accord. Et là, en le ramenant et en lui demandant, je vais lui poser des questions, vraiment, moi ce que je veux, c'est le vivre, ce souvenir. Et parce que quand je vais lui poser des questions pour vivre ce souvenir, il va lui le vivre. Et du coup, tu vois, ça va amener un ressenti complètement différent face au stimuli inconfortable. Et ça, typiquement, ça peut être une des situations où le cerveau, il va dire « Ah ouais, mais en fait, ça, c'était pas agréable. Alors maintenant, il va y mettre ce qui est agréable. » Et du coup, eh bien, ensuite de ça, il pourrait très bien partir dans l'avion et même sans se souvenir de ce fameux souvenir, mais se dire « Putain, je me sens vraiment bien. » C'est dingue. Donc ça, on arrive vraiment en fait à détourner. Oui. En fait. Oui. Donc c'est ce que tu nous expliques depuis le début. Donc c'est des zones du cerveau qui travaillent. Donc on aurait plutôt le côté rationnel à l'avant. Oui. C'est à peu près ça. C'est hein? ça, rationnel à l'avant, et on a les mémoires ici à l'arrière, et puis la partie émotionnelle à Ok. l'arrière. Maintenant, dans la situation d'urgence, peut-être, je travaille souvent avec des grands angoissés, des grands stressés, et puis il y a des petites techniques toutes simples que j'aime bien, je trouve toujours intéressant de les avoir, parce que tu vois, si à côté de moi, quelqu'un fait une crise d'angoisse, le fait de lui dire « mais calmez-vous, on risque rien », ce qu'on aurait tendance à faire en général, va créer l'effet inverse. Ah ouais. Pourquoi? Parce que cette partie-ci, en fait, la personne, elle peut penser, en fait. Et cette pensée, il faut que je me calme, elle va tourner ici, mais elle n'agit plus sur les fonctions de son corps. C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est plus en contrôle et la panique va augmenter. Donc, par exemple, ce serait de dire à la personne, comment il s'appelle ce monsieur à côté de moi? Oh, on peut l'appeler Julien. Julien. Donc, je dirais, Julien, épelle-moi ton prénom à l'envers. Ok. En fait, en faisant cet exercice, ça c'est vraiment des méthodes d'urgence, épeler le prénom à l'envers, je suis obligé de l'écrire dans mon champ de conscience. Et ensuite, je dois le lire en fait en marche arrière. C'est-à-dire que je suis avec quelque chose qui n'est pas lié à la peur, mais je suis en train de travailler avec cette part-là. Et puis, je vais utiliser la part arrière pour projeter en fait. Ok. Parce qu'il faut savoir que mes yeux, tu vois, j'encode l'information du monde extérieur, c'est des micro-caméras qui vont projeter à l'arrière ici de mon cerveau sur un espèce d'écran mental. En fait, j'ai l'impression que je vois ici, totalement, mais cérébralement, ouais. je vois ici à l'arrière. Ah, c'est hyper intéressant. Donc en fait, en faisant cette espèce de jeu, j'oblige la personne à projeter son prénom et à le lire à l'envers. Ah, je serais incapable de le refaire à l'envers. Mais c'est hyper intéressant. Mais en fait, c'est c'est vraiment en l'obligeant. Tu vois, par exemple, moi, si je prends ton nom, moi, j'arrive à le faire, à l'écrire dans mon champ mental. Et si tu as de la peine, je vais dire E, U, Q, et puis on va le faire en arrière. Ouais. Donc, d'abord le prénom. Après, tu as dans le numéro de téléphone. Tu vois, là, ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Et la personne, même si elle dit « Ah ouais, mais j'arrive pas », c'est pas grave. Tiens, donne-moi les chiffres. Vous voyez, on va passer un peu par-dessus, en fait, cette difficulté. Et en fait, ça, il va pouvoir le faire. Après, moi, parce que j'ai de l'humour, je vais lui dire « Ah, puis ton numéro de carte de crédit ?» Non, je déconne. Ça, c'est une stratégie. Donc, on est vraiment dans l'idée de déconnexion De du déconnexion. du En fait, lieu où on est. c'est pas de déconnexion, c'est plutôt dans l'idée inverse de reconnexion du cortex préfrontal. Ah ouais, ok. Après ça, je vais lui demander de me chanter une petite chanson, de chantonner une petite chanson. Ça peut être n'importe quoi. Là, il y a tout l'avion qui se met à chanter avec.
Non, mais juste de chantonner. Parce que de nouveau, la musique, elle a une fonction spécifique, c'est qu'elle utilise toutes les zones de notre cerveau. Et en fait, ça va permettre au cerveau de reconnecter toutes les zones. Ok. Parce que c'est ça le truc, c'est que cette partie ici reprenne le contrôle. C'est hyper. Ok. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup la respiration d'ailleurs. Parce que la respiration, elle est gérée par le cerveau reptilien, qui gère lui-même les mécanismes de survie, mais le conscient, il a un certain pouvoir sur la respiration. Si tu décides d'arrêter de respirer, ça va fonctionner pendant un moment. Ah ouais, pas long, mais ça va. Mais un moment, tu vois, 30 secondes. Ouais. À partir du moment où ton cerveau va être en sous-oxygénation, de nouveau, mais c'est là que tu vois aussi ce mécanisme, il va y avoir une déconnexion biochimique de ton cortex préfrontal et ça va être un mouvement réflexe. Tu vas reprendre. Mais tu ne peux pas, en fait, aller jusqu'à décider d'arrêter de respirer. Parce qu'il y a cette déconnexion biochimique. Mais tu peux décider de respirer d'une certaine façon. Oui. Tu peux décider de respirer en respiration profonde. Souvent, dans un avion, par exemple, ça m'est arrivé une fois, je propose à la personne de poser la main sur le ventre et puis d'inspirer, de gonfler, et puis d'expirer, et puis de rétracter. Inspirer, et puis regarder sa main. Que les yeux, l'attention consciente soient liés là, en fait. Pas sur le stimulus inconfortable, on détourne l'attention. Et la respiration profonde, pourquoi? Parce que quand tu rentres dans un mécanisme de phobie ou de peur, d'ailleurs, tu auras une respiration qui va remonter en respiration thoracique. Et du coup, tu vas accélérer, puisque tu inspires moins d'air. Comme tu vas accélérer, tu vas suroxygéner le système sanguin. Et ensuite, le cœur, lui, doit compenser cette suroxygénation, il doit battre plus vite. Et là, tu vas te dire, putain, je suis en train de mourir. Ah oui. Alors que c'est juste la respiration qui est remontée, qui s'est accélérée. Ouais. Donc, il faut simplement redescendre la respiration en respiration profonde. Okay. Une autre technique, alors ça peut être une technique pour les hôtesses, c'est par exemple donner un glaçon à une personne ou respirer dans un cornet. C'est comme dans une crise d'hyperventilation, en fait. Ça, on n'y pense pas souvent, c'est dommage dans les crises d'angoisse. Parce que en respirant dans un cornet, en fait, tu vas diminuer le taux d'oxygène. Et du coup, comme tu diminues le taux d'oxygène, le cœur, il peut ralentir. Mais ça marche super bien, en fait. Ok, mais c'est hyper... On n'y pense pas, c'est juste ça, on n'y pense pas. On sait avec de l'hyperventilation, je vais faire ça. Mais de l'angoisse, non. Si on prend maintenant le problème à l'envers, donc là, on a vraiment vu ce qu'il faudrait faire si on a quelqu'un qui ne se sent pas bien ou si on est une personne qui ne se sent pas bien en avion, qui a peur à divers niveaux. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire en voulant bien faire par rapport à une personne qui nous accompagne, qui a peur de l'avion? Donc lui dire que c'est normal puis que tout va bien se passer, ça c'est bien de le faire, tout va bien se passer, c'est bien de rappeler ça, de lui dire de se calmer. Ouais, ça je pense que c'est pas ça, je pense que c'est un des trucs le pire, mais c'est humain. Hein. Mais en lui disant de se calmer, en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'est plus en contrôle. Ouais. Et la peur, ça c'est aussi une chose importante, que ce soit pour soi et pour les autres, la peur, ça se respecte. Ça se respecte et quelquefois, ça se fait respecter. Pour tous ceux qui ont peur et que, tu vois, des fois, on est avec des gens qui se moquent, c'est pas très confortable. C'est encore pire, hein. Moi, je dis, dites à la personne, demandez à la personne si vous aviez une allergie, si elle se moquerait aussi. Parce qu'en fait, les mécanismes neurologiques sont les mêmes. Simplement, l'allergie, c'est mon système immunitaire qui a détecté que cet élément-là était potentiellement dangereux pour moi, qui a décidé plutôt. Et la peur, c'est mon mécanisme de survie qui a décidé que cet élément-là était potentiellement dangereux pour moi. Okay. Les mécanismes sont les mêmes, en fait. Okay. Et en fait, on ne va pas demander à une personne qui a une allergie d'être en contrôle. Ah non, non. Alors qu'une personne qui est dans la peur, on va lui demander d'être en contrôle. Ouais. Et ça, c'est dommage. Donc, ça se respecte et ça se fait aussi respecter pour soi s'il y a quelqu'un qui se moque de nous parce qu'on a peur. On serait plutôt dans un processus d'accompagnement. Tout à fait. Plutôt que de donner des conseils en disant calme-toi. Ouais. Ou... Les conseils, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu parles à cette partie ici qui est déconnectée. Ouais, donc ça ne marche pas. Voilà, donc ça ne marche pas. Donc si tu sais parler au cerveau reptilien par la respiration, là ça marche. Ok. Et là, il va se reconnecter. Sinon, il n'y a pas vraiment des choses qu'il faudrait pas faire. Il faudrait lui dire, tiens, sors de l'avion, parce que là, non, il ne peut pas. En plein vol, c'est compliqué quand même. Autre chose, est-ce que pour toi, dans ta profession aujourd'hui, une cabine, on appelle ça une maquette dans le métier, est-ce qu'une cabine comme celle-ci ici, pour toi, c'est quelque chose d'intéressant, ça apporte un plus?
ah, ici, et ce lieu ici particulièrement, il est magique. Il est magique parce qu'il y a ces sièges, parce qu'il y a, l'extérieur. En fait, on voit, on est dans un avion en fait. On est dans un avion, on est en vol, avec cette possibilité, c'est encore pas arrivé, mais cette possibilité que si tout d'un coup il y avait un état de panique et qu'on n'arrive pas à le déconnecter, on peut sortir maintenant. Oui, tout à fait. Il est magique parce on que ressent aussi les vibrations. On ressent les vibrations, la personne elle est dedans en fait. Et c'est drôle parce que au début ils disent, ouais non mais on sait, on est dans un simulateur, mais très rapidement dès que le vol est lancé en fait, non ils oublient complètement. Et même si je sais, c'est pas grave parce que mon cerveau, lui, il crée du lien. Et le fait qu'il y ait ce contexte-là, ces sièges-là, c'est génial. Par exemple, l'autre jour, on avait un cours là, et à un moment, je me suis mis dans le siège derrière, et puis la personne était un peu tendue, puis je me suis posé à côté, et j'ai discuté comme je ferais dans un avion avec quelqu'un qui est stressé. On a discuté d'autres choses, d'autres trucs, et puis il s'est passé un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, j'ai dit, comment tu te sens? Puis elle me dit, je me sens bien là, je me sens détendu. Elle dit, tu sais que tu es dans un avion. Et là, elle regarde autour d'elle, puis elle dit, ah ouais. Oui, mais son cerveau, là, il crée une réalité. Je peux être dans cette situation-là en me sentant comme ça. Surtout que les places arrière, bon, elles sont un peu plus immersives parce qu'on a les rangs de sièges devant. Ouais. Donc toi, tu arrives à remettre dans un contexte contrôlé, en fait, quelqu'un qui a peur ou qui est phobique de l'avion. C'est vraiment un outil qui est important, quoi. Tout à fait. On peut le faire de façon imaginaire, mais dans la structure de notre cerveau, ça va être beaucoup plus efficace de le faire ici. Et ici, l'autre avantage, c'est que tu vois, quand on le fait en cabinet, dans un processus imaginaire, la personne, elle a juste imaginé. Son cerveau, lui, il a créé une réalité, mais la personne, elle a juste imaginé. Ici, elle l'a vécu. Il y a ce côté aussi du toucher. Il y a ce côté du toucher. Et ici, elle l'a vraiment vécu. Et ça, de vivre quelque chose, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, je disais avant, le premier vol, tu te dis, ouais, c'est peut-être un coup de chance. Ici, c'est ici que tu vas te dire que c'est le coup de chance. Oui. Mais quand tu vas aller prendre ton avion, tu sais que c'est bon. Ça permet en fait de pouvoir, ou alors même une personne qui n'a jamais volé en avion, qui appréhende le fait de voler en avion, ça peut être aussi des gens qui viennent te voir, ce genre de personnes-là, qui n'ont pas forcément une peur particulière, mais qui... Alors ça, on n'en a pas parlé avant, c'est aussi un des problématiques de la peur, c'est que au bout d'un moment, une peur, on va avoir peur de la peur. En fait, tu vas avoir peur d'avoir peur. Et quand j'ai peur d'avoir peur, je l'enclenche automatiquement. Ah oui, complètement. Donc ça aussi, il y a des personnes qui vont imaginer qu'ils vont avoir peur, et du coup, comme ils imaginent qu'ils vont avoir peur, ils vont avoir peur. Donc là, c'est vraiment l'intérêt d'avoir cette cabine ici. Tout à fait. Pour faire c'est un entraînement en fait, comme un c'est un entraînement. Et notre cerveau, en fait, quelque chose qui est nouveau, il doit créer. Il doit créer. Et il va le créer sur l'imaginaire, tandis qu'ici, il va le créer sur une réalité qui est vraiment super proche de la réalité extérieure. Même si c'est pas complet, même si tu vois quelque chose, c'est énorme. Alors, je pense, on avait... quand on a réalisé cette cabine, en fait, le but, c'était déjà d'avoir quelque chose d'immersif. Et puis, question de place, on n'a pas fait l'autre partie non plus. Mais je pense que, tu me corriges si je me trompe, mais à mon avis, de faire quelque chose de super réaliste avec les deux côtés de la cabine, puis vraiment faire une cabine complète, je pense pas que ça aurait complètement changé la donne. Et puis, ça aurait peut-être même été contre-productif d'avoir quelque chose de trop complet. Sans doute. Ça pose aucun problème en fait, ça ne pose aucun problème, ça change rien pour notre cerveau. Il n'a pas besoin d'être... Parce que sinon, si tu veux, c'est comme... peut-être même un peu contre-productif dans le sens où, ici, le cerveau, il va garder une notion de je peux sortir par la porte en fait. Il va peut-être garder ce truc-là, tu vois, comme un petit truc là, il y a une possibilité. Si tu étais totalement immersif, il n'a pas cette possibilité-là. Donc là, c'est l'avantage que ça donnerait véritablement ici. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir de te recevoir ici, parce que c'est chouette aussi de sortir du contexte de ce qu'on fait d'habitude dans la chaîne. Donc c'est vraiment sympa. Je te remercie de valider cette cabine aussi parce que c'est un beau projet. Et puis, si tu le souhaites, on va pouvoir se revoir dans d'autres vidéos. Toujours sur la même thématique, mais éventuellement en exercice, en cours,
On verra comment on fait, mais en tout cas, je te remercie d'être venu ici. Très Et volontiers. puis, je te souhaite d'agréables vols si tu prends l'avion prochainement ou même ici dans la maquette. Alors, je pense que le prochain vol, ce sera ici, dans la Ouais. maquette. Encore chapeau, quoi. Vraiment chapeau pour le travail qui est fait. C'est incroyable hein, d'être... et je le vois dans les formations, hein, les gens, ils sont là, ils sont dans le quartier, il y a les maisons, puis tout d'un coup, ils rentrent ici. Et Surtout waouh. que c'est un lieu qui est complètement insolite parce qu'en fait, on ne s'attend pas à voir ça ici. Et là, tu rentres là, tu es dans un autre monde. Ouais, complètement. T'es Ouais. Et la dernière fois, on a fait un vol Zurich-Nice. Ouais. C'est drôle, hein? C'est drôle parce que quand on est sorti, Nice, il faisait beau, hein? Tu penses? On regardait par le hublot, magnifique. Et on est sorti d'ici et c'était le brouillard, Ah et ouais. c'était le froid. Les gens, ils ont dit, waouh, ah ouais, c'est vrai qu'on Ah, est. c'est En un fait, ils pont, perdent. ouais, Tu ouais. peux être 1 heure ici, Ouais, tu perds complètement la réalité ouais. extérieure. Ouais, complètement. Ouais. Et ton cerveau, voilà, il va créer cette réalité Ouais, ouais, ici tout à fait. et tu vas le vivre, quoi. On a Donc, fait ici des vols de nuit, pour la petite histoire, des vols complètement de nuit. Et puis en pleine journée, on sort, on est déboussolé. Ouais, quoi. On exactement. sait plus, donc Ouais. c'est Tout à fait. hyper immersif. Donc chapeau pour le boulot. Eh ben merci d'être Et venu. puis bravo pour la chaîne. Merci. Donc on se voit la prochaine fois. Merci à toi. Allez, à plus. Allez, à tout plus. Ciao. Je Merci. peux décrocher ma ceinture, Ouais, tu c'est peux bon. décrocher ta ceinture. Merci.